Donc au lieu d'aller dans l'esprit, dans l'analyse de la question, l'exercice, c'est déjà d'inviter le chemin de vie comme une boule d'énergie de notre âme. Donc notre âme nous donne cette boule d'énergie comme une sorte de code, de lumière codée en fait. Donc on reçoit notre chemin de vie, on intègre le chemin de vie, cette énergie dans notre cœur, on intègre cette énergie dans notre chakra, crown chakra, chakra, et on redonne cette énergie à notre âme, parce que l'énergie doit toujours être dans un circuit fermé en fait. Donc il faut, quand on reçoit quelque chose, il faut le redonner pour fermer le circuit. Et j'invite les gens à faire cet exercice tous les jours, donc d'accueillir leur chemin de vie comme de la lumière, de l'intégrer, de dire oui, 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 je l'accepte, de le redonner à leur âme pour que ça circule, et de ne pas aller dans l'esprit, dans l'analyse, dans quoi que ce soit, mais d'après de laisser les choses se faire. Et il y a des choses fabuleuses qui se passent quand on lâche prise, quand on se lâche prise. Parce que l'esprit va toujours réduire le chemin de vie. L'esprit va toujours dire je dois, je devrais, ou va peut-être mettre des limites sur ce qui est possible. Merci Annie. Alors Richard, ça t'inspire quoi, ce que vient de dire Annie? Ça m'inspire que si je dois dire aussi peu de mots sur le sujet qu'elle, je suis perdant. Alors lâche-toi. Euh, mais pour comprendre ce que dit Annie Laure, j'aurais besoin de parler parce que ça présume tout un tas de choses qui sont culturellement pas nécessairement comprises de la même manière. Quand tu parles de l'âme, par exemple, c'est quoi? De la lumière, c'est quoi? Du cœur, c'est quoi? Alors, on peut ne pas en parler parce que si on fait l'exercice ou si on fait des exercices, j'entends bien qu'on peut ne pas parler de ces choses-là, mais ne fût-ce que pour communiquer l'exercice, on doit utiliser ces mots. Et personnellement, puisqu'on est en train de parler, moi j'attache une importance certaine à définir les choses dont on parle, de telle sorte que quand on parle ensemble, quand on décide de passer un moment à parler, comme c'est le cas ici, on est un genre de culture où on se comprend plutôt que de partir sur des a priori que puisqu'on s'intéresse à ces choses-là, on se comprend. Et je pense qu'il y a une richesse à oser mettre des mots sur ce qui, pour la plupart des gens, est intangible. Parce que pour moi, c'est pas intangible et je vois une utilité à débroussailler. Par exemple, tu as dit également que bien souvent, c'est la volonté qui s'empare de la lumière et on s'empare mentalement. Tu as dit l'esprit s'empare de ce qui est communiqué. C'est des choses intéressantes. Pour moi, ce sont des dynamiques à explorer et voir quelle est l'interaction entre le mental et qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle de l'esprit, du mental, et qu'est-ce qui se passe effectivement quand cette énergie qui vient de l'âme touche les structures mentales. C'est tout un tas de choses très intéressantes qui pourraient être discutées. Et voilà, et après ça, c'est tout un tas de thèmes. J'ai même pas encore commencé à parler de rien parce que pour moi, il faut définir tout ça. Il faut définir c'est quoi l'âme, c'est quoi la mission de vie, c'est quoi la lumière, c'est quoi le mental et qui sommes-nous dans tout ça. Et si on se comprend avec tout ça, après, ça peut donner des, des, un cadre de référence. Et pour moi, la dynamique, que fait-on de ce qu'on a défini, est potentialisée. Il y a beaucoup plus de richesse et de puissance quand on pointe vers des référents communs. Malgré que ce soit intangible, c'est le principe de tous les apprentissages. Avant de l'intégrer, il y a tout un tas de concepts qui sont transmis qui ne font pas vraiment de sens. Et puis on fait des exercices, et entre les concepts et les exercices, on intègre une culture qui devient plus ou moins prégnante, plus ou moins profonde. Et ça, j'aspire beaucoup à
à clarifier les concepts et à faire ensuite ce qui est nécessaire pour ancrer ces dynamiques. Est-ce que, pour comprendre ce que tu dis, Richard, c'est le besoin d'avoir des définitions communes pour pouvoir créer ensuite une culture commune? Est-ce que c'est un bon résumé de ce que tu dis? C'est le départ de ça, c'est que comme on n'a jamais eu de discussion ensemble, Mhm. j'apprécie autant la question que la réponse, ta question que la réponse d'Annie-Laure. Et pour nous trois, alors en tout cas pour moi et Annie-Laure, on a déjà eu quelques discussions ensemble, Thibaut, donc j'aime bien m'assurer qu'on se comprend, c'est-à-dire que quelle que soit la quantité de mots qu'on va faire ou d'expériences qu'on va faire, on est aligné de telle sorte que notre expérience intérieure résonne d'autant plus fort qu'on est au courant, on est conscient qu'on parle du même pays, du même territoire, du voyage dans les mêmes dimensions. C'est très... Le terme mission de vie est aussi intangible que le mot âme, lumière, énergie. Et si on n'est pas un peu plus prudent et didactique, on a la possibilité de voguer dans un genre de poésie New Age, très confortable parce qu'elle est intangible aussi, mais qui n'est pas vraiment la manière dont moi j'utilise les mots. Quand je parle, j'aime bien qu'on se comprenne et qu'on s'assure qu'il y a un dialogue commun, d'où la volonté pour moi d'installer une culture entre toutes les personnes qui comprennent qu'il n'y a pas que les dimensions visibles, qu'il y en a d'autres. Ok, de quoi parle-t-on et comment muscle-t-on notre accès à ces dimensions? Et un des objets d'une des dimensions, c'est la mission de vie. C'est un objet très concret pour moi. Est-ce que ce serait OK de commencer par définir la mission de vie? Le, le système vivant humain est composé d'un ensemble de couches, de corps, de dimensions. On peut prendre l'exemple de poupées russes, mais c'est pas vraiment... C'est comme toutes les analogies, ça a des limites. Mais prenons-le comme ça, simplement pour nommer les différents corps qui s'emboîtent les uns dans les autres. Le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, qui sont associés à des expériences physiques, des expériences éthériques, des expériences émotionnelles, des expériences mentales. Déjà là, des expériences éthériques, c'est un mot qui devrait être défini pour un certain nombre de personnes. Je ne le ferai pas parce que ça n'ajouterait rien à la discussion sur la mission de vie. Mais les sensations physiques, les émotions et les pensées sont des objets que j'ai confiance qu'on a une expérience subjective de ces trois dimensions qu'on ne doit pas approfondir. Parce qu'on sait tous ce qu'est une sensation, ce qu'est une émotion et ce qu'est une pensée. Dès qu'on va dans les autres poupées russes qui sont au-delà de ça, alors il y a différentes manières de les nommer. Au-delà du mental, on va commencer par deux poupées russes. La première qui est le subtil, la deuxième qui est le causal. Le subtil est un ensemble de corps juste au-delà des différentes dimensions du mental. Et le terme que j'emploie personnellement pour définir la nature de ce corps, c'est l'âme. L'âme est le corps subtil, qui est donc juste au-delà du mental. Donc, on a le corps physique, émotionnel, mental. Il y a un autre corps juste au-delà qui est l'âme. Et au-delà de ce corps subtil, il y a le corps causal qui est la présence. Et tous ces corps résident in fine dans la conscience pure, qui est l'espace autour de toutes les poupées russes, si on veut le nommer comme ça, mais qui est également l'espace dans les poupées russes. Donc l'âme, alors cette définition ici n'est pas vraiment un mot que j'emploie souvent, mais c'est pour notre conversation. Cette couche juste au-delà du mental, j'emploie le plus souvent l'essence ou le corps de lumière. Voilà les deux mots que j'emploie, de préférence à âme, parce que le mot âme fait référence à des traditions religieuses comme la chrétienté ou l'hindouisme, dans lesquelles les définitions de l'âme ne sont pas du tout les mêmes.
Donc ça prête un peu à confusion l'emploi de ce mot-là. Donc le corps subtil, moi j'emploie le mot essence ou corps de lumière. Et donc dans l'ordre, corps physique, émotionnel, mental, le corps de lumière et la présence. Voilà en gros les 5 couches. Chaque corps a une volonté. La volonté du corps physique, c'est l'instinct. L'instinct pousse l'action au niveau physique. La faim, la soif, le froid pousse à agir. Le corps physique a une volonté propre. Le corps émotionnel a une volonté propre. Les émotions sont des pointeurs vers des besoins. Des besoins frustrés ou des besoins satisfaits. Et les émotions incitent de nombreuses personnes à agir. Et si on rajoute la couche éthérique, si on associe le corps éthérique au corps émotionnel, dans le corps éthérique, il y a plein de dynamiques éthériques, dont la libido. On sait à quel point cette dynamique a sa volonté propre. Donc, il y a une pulsion qui est entre l'instinct et l'émotion qui fait agir. Ensuite, il y a le mental. Le mental où réside la compréhension, l'analyse, la mémoire, tout un tas d'interfaces cognitives, conceptuelles, et c'est là que réside la volonté mentale, celle dont tu parlais tout à l'heure. En général, quand on demande à quelqu'un « que veux-tu dans ta vie ?», il va répondre à partir du centre physique, émotionnel, et donc physique, sexuel, émotionnel et mental. Ce sont des dynamiques qui viennent de concepts. Par exemple, accumuler de l'argent, c'est un concept très répandu dans notre société moderne. Toutes les recherches d'amour et d'expériences sexuelles ont trait à la satisfaction éthérique ou émotionnelle, et tous les besoins physiologiques qui poussent à accumuler de la nourriture, du mazout, de l'électricité pour se chauffer, sont des centres de volonté qui vont nous pousser à agir. Est-ce qu'il s'agit de notre mission de vie? Alors on pourrait dire que quand on est en vie, une partie de la mission c'est de survivre. Mais c'est probablement pas la plus exaltante. Alors, il y a une zone de volonté dans le 4e corps, l'essence, et dans le 5e corps, la présence. Et la zone de volonté dans le 4e corps se décline, parce que le 4e corps, c'est un peu large, de la même manière qu'il y a différentes couches dans le mental, il y a différentes couches dans l'essence. L'essence porte en elle l'information et l'énergie des expériences dimensionnelles incarnées ou des expériences dimensionnelles subséquentes, parce qu'elles ne sont pas toutes incarnées. On parle d'incarnation ici, parce qu'on est dans la chair au moment, dans le corps humain, mais il n'y a pas que des corps physiques faits de chair, mais il y a des corps d'une densité plus grande que l'essence, et dans l'essence, on va choisir d'expérimenter des formes dans des dimensions comme la Terre actuellement, et donc s'incarner. Et ce choix d'expérience, de forme de vie dans des dimensions plus denses, s'accompagne avec d'un mode d'emploi. La partie dans le corps de lumière qui fait le choix d'expérimenter la forme, dans le meuble est livré le mode d'emploi, de montage du meuble. Et donc, c'est expédié d'un coup par la poste cosmique dans l'ADN de maman et de papa, qui est programmé par l'énergie et l'information du corps de lumière. Et lorsqu'on est dans une forme physique particulière, quelque part dans l'énergie subtile, il y a le mode d'emploi du meuble. C'est ce qu'on est venu fabriquer là. Et dans cette mission de vie, il y a 2 choses. Il y a d'abord tous les défis qu'on est venu mettre en scène,
tous les beans et les difficultés qu'on est venu expérimenter pour essayer d'avancer avec ça. Et ensuite, il y a tout ce qui fait chanter l'âme, tout ce qui fait chanter l'essence, tout ce qui nous met aux anges, tout ce qui est extrêmement aligné avec ce qu'on a envie de réaliser, de partager et d'amener de nous-mêmes dans cette incarnation. Et ce package qui vient d'un certain niveau de l'essence est livré avec les aléas de l'incarnation, qui sont tous ces voiles qu'on traverse au moment du processus de densification, qui fait que au moment de la naissance et de l'éducation, nos parents et la société ne nous mettent pas au diapason de la fréquence de l'essence. On est éduqué au niveau physique, émotionnel et mental, mais pas plus loin. Il n'y a que ces trois dimensions-là qui sont plus ou moins reconnues. Et même là, encore partiellement, il y a plein de voiles, ce qui fait que la notion de plan de naissance et l'expérience du plan de naissance n'est pas accessible simplement parce qu'on est dans un corps humain. Il y a une question d'éducation. Et l'analyse rationnelle, le mental, n'a pas la capacité pour le moment de décortiquer ces différents corps et ces différentes dynamiques, ce qui fait qu'au niveau cognitif, la seule chose que la tête peut faire, c'est douter. C'est un concept avec lequel on peut jouer. Dans le mental inférieur, il y a des voiles. Dans le mental supérieur, au niveau 7 et 8, les voiles commencent à se lever. Et donc, la capacité du mental s'ouvre à la possibilité de contacter et de conceptualiser des choses invisibles actuellement. Et donc, le souvenir et la connexion avec l'essence devient concevable à ces niveaux-là. C'est un peu ce qui est en train de se passer ici pour le moment dans la société. De plus en plus de gens s'éveillent aux capacités du mental supérieur et donc à l'intelligence du cœur. Ce n'est plus uniquement l'intelligence de la tête, mais l'intelligence du cœur, le cœur symbolisant ces portes multidimensionnelles qui nous donnent accès à ces différents corps. Parce qu'il y a un cœur dans tous les corps. Et à travers le cœur, on peut passer d'une dimension à l'autre, passer à travers les voiles, et on peut se souvenir et expérimenter de plus en plus des éléments et des objets qui nous appartiennent dans ces autres corps, dans ces autres dimensions. Mais la tête, pour le moment, est plus un obstacle à ça. La tête garantit l'adéquation, ce que les chamans Castaneda appelaient ça la socialisation, c'est-à-dire la transmission de génération en génération d'un concept que le monde est comme ceci. Et on transmet ça à nos enfants, et pas plus. Et donc, la vision du monde est cadenassée par le mental, notamment. Et à moins de passer à travers ces voiles, toutes ces autres expériences et objets dimensionnels ne sont ni accessibles expérimentalement et sont simplement des objets de doute cognitif. Et donc le plan de naissance est la volonté de la partie de la plus basse de l'essence. C'est l'aspect volitif, c'est la volition. Dans l'essence, moi j'emploie 3 zones, tout ça est complètement artificiel, mais le bas de l'essence, c'est là que se fabriquent les interfaces avec les différentes expériences dimensionnelles. Et dans le bas de l'essence, il y a des plans de naissance qui sont attachés avec de l'énergie. Le plan de naissance comprend de l'énergie, de l'information et de l'amour. À une certaine dose, sel, poivre, on fait une recette, et hop, on balance ça pour une expérience incarnée particulière. Et lorsqu'on s'ouvre à cette possibilité de se reconnecter au plan de naissance, le chemin à ce moment-là est de passer la tête à travers les voiles, le corps à travers les voiles, le cœur à travers les voiles, et de retrouver ce qui nous fait chanter, ce qui fait chanter l'âme, ce qui est le plus aligné avec ce qui fait du sens pour nous. Mais ça veut dire également cesser de se battre contre les défis et contre les challenges qu'on est venu poser dans notre plan de naissance. Il n'y a pas que ce qu'on aime réaliser, il y a également les pas en avant qu'on peut faire en
mettant de la lumière dans notre ombre. Il y a mettre de la lumière dans notre ombre et mettre de la lumière dans notre quotidien. Même s'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas de blessure, c'est commencer à se connecter de plus en plus avec ce qui fait du sens au niveau de l'essence. Voilà. Merci Richard. Merci Richard. Annie, ça t'inspire quoi ce que vient de dire Richard? Ça m'inspire beaucoup. Je pense que dans, dans ce qu'il dit, pour simplifier peut-être, l'essence peut aussi être vue comme le bulbe du tulipe. Et quand on plante le tulipe, cette essence, elle va avoir son propre rythme. Elle va pousser, elle va donner une fleur. Et souvent, ce qui va empêcher, il va y avoir une action dans l'inaction, va y avoir quelque chose de très naturel. Ça va se faire de manière évidente, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de lumière, pas suffisamment de terre, pas suffisamment d'eau. Et donc, le chemin de vie peut être vu comme quelque chose d'inhérent qui va pousser en nous, mais nous devons lâcher prise à ce qui empêche qu'il pousse plutôt que l'aider à pousser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pousser une fleur plus vite, on ne peut pas la faire éclore plus vite ou plus rapidement, mais on peut créer les bonnes conditions pour lesquelles elle puisse éclore. Et donc c'est là qu'on rentre dans ces histoires de créer, de créer les bonnes conditions. C'est-à-dire on est de ce dont on se nourrit, on peut se nourrir, nourrir notre âme, nourrir notre corps physique, nourrir... euh, et c'est pour ça que beaucoup de traditions ont mis des protocoles en place pour que les gens se nourrissent. Par exemple, les musulmans, ils prient 5 jours, il y a l'appel à la prière, ce sont des rituels qui ouvrent le cœur, qui nous mettent dans un état où ce chemin de vie peut éclore, où cette fréquence, cette lumière peut être là, simplement dans des rituels très simples de tous les jours. Et je pense que presque toutes les traditions ont établi leur manière de faire ça, mais chacune de ces traditions offre une manière à ce que ce chemin de vie puisse éclore naturellement.